Monsieur de Marseille. J'aurais bien aimé que nous observions une minute de silence en mémoire de nos collègues qui sont tombés au Mali, exactement Ghislain Dupont et puis Claude Guéant. Donc j'aurais bien aimé que nous observions cette minute de silence parce que c'est quand même notre métier noble. Et puis, alors, je suis tombé sur un sujet important. C'est un grand leader d'opinion, William Bourdon, président de l'association Sherpa, et qui sur RFI, qui sur certains médias, parle beaucoup, abondamment de l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, ça m'intéresse, comme si on parle de l'Europe. Si vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes allemand, vous êtes espagnol, ça vous intéresse, évidemment. N'oubliez pas que la proximité en information compte. Un Français suit mieux une information de la France qu'une information du Mali, du Congo, du Tchad. Voilà. Et moi, quand on parle de l'Afrique, à RFI, je me dis, mais je prête l'oreille. Le journal Monde m'intéresse. Moi, quand on dit Afrique, c'est vraiment mon dada et j'écoute. Et parmi les grands leaders d'opinion qui passent par RFI, il y a un certain William Bourdon, patron de l'association Sherpa. Mais il m'a beaucoup intéressé parce que cet homme a pris à bras le corps le combat de l'Afrique. C'était un grand courageux, il l'a dit. Il soulève des dossiers sérieux. Et pour moi, intellectuel africain, journaliste, aussi faiseur d'opinion. Et en tout cas, j'ai aimé boire à sa source. Et quand M. Michel a parlé des biens mal acquis, ça m'a intéressé. Les pays africains sont pauvres, c'est tellement leur chef d'État gère mal. Et il n'a pas des biens mal acquis, des maisons que détiennent ces chefs d'État africains et des comptes bancaires. Alors j'ai regardé, j'ai dit ok, ben allons-y voir, peut-être que le dossier est sérieux, comme ça si nous sommes pauvres, c'est nos chefs d'État qui sont en train de mal gérer nos républiques et ça nous intéresse, nos journalistes, de prendre le relais de ce combat. Et quand j'ai regardé le dossier, on m'a dit non, il n'y a que des simples supputations, c'est des propositions, il n'y a jamais une ligne budgétaire ouverte au trésor public qui a permis à ces chefs d'État ou dilapidés d'aller acheter leurs biens en Europe. C'est messieurs qui voient des maisons, qui voient des comptes bancaires certainement, ou qui ont connaissance de comptes bancaires, et des chefs d'État qui pensent que ces maisons ont été acquises ou ces comptes bancaires ont été ouverts avec de l'argent frauduleux. Ce sont des simples suppositions, il n'y a pas de preuves à l'appui, il n'y a pas d'éléments matériels qui montrent que des chefs d'État comme Bongo, comme Sassou, comme Biya, comme Biangema ont dilapidé sérieusement l'argent de leur trésor public avec preuve à l'appui et qui sont achetés des appartements. Je me suis dit, bah, écoutez, peut-être que c'est même plus sérieux. Et quand on regarde, Denis Sassou Nguesso peut avoir 1 ou 2 appartements, 3 ou 4, bon, des comptes bancaires. Bon, je me dis, est-ce qu'avoir un appartement pour un chef d'État ou 2 ou 3, est-ce que c'est vraiment ce qui ferait que l'Afrique soit plongée dans la misère? Est-ce que si un chef d'État n'achète pas un appartement, moi je connais des particuliers qui ne font pas la politique, qui achètent des appartements et qui sont bien installés en France, qui ne font pas la politique. Bon, et puis je me dis qu'un chef d'État, ce n'est pas celui qui vend la cigarette à côté. C'est un grand homme qui a un pouvoir important, qui a des fonds mis à sa disposition et qui les gère à la fin du mandat, qui ne rend pas compte. Ce qu'on appelle des fonds de souveraineté. Quand un chef d'État reçoit un ami en banquier, reçoit des gens, ce n'est pas de son salaire qu'il dépense. C'est de l'argent du trésor public qu'on met à sa disposition. C'est un métier qui a des avantages, aussi des inconvénients. Donc quand on accède à cette fonction, on a beaucoup d'avantages, également on a beaucoup de devoirs et de droits. Alors est-ce que si ce chef d'État a des amis, a de l'argent, qui s'achète 1 ou 2 appartements, et qu'un homme qui n'est pas chef d'État peut en avoir plus? Pour moi, ça ne m'aimait pas. Je me suis dit, est-ce que ce monsieur se bat vraiment pour la cause africaine, pour avoir découvert 2, 3, 4 pavillons? Et encore, quand il est découvert, il n'a pas la vérité, il n'a pas la preuve irréfutable que c'est une dilapidation du trésor public congolais. Alors je me suis dit, mais, et puis c'est un Français, si un Français peut s'intéresser à la cause des Africains, j'ai essayé de voir, mais il doit y avoir anguille sous roche. Qu'est-ce qui se passe que pour un... En fait, je fouille le dossier, je ne trouve pas que j'ai de consistant. C'est comme si je vous dis, le président Hollande a caché de l'argent quelque part ou a acheté un appartement, vous vérifiez rien de consistant. Vous dites, mais attends, mais M. Aziz cherche quoi? Si seulement c'est une simple supputation, et ça quitte la table à supputation, ça devient une plainte posée au tribunal. Et la France donne feu vert d'aller instruire. Moi, ça m'a étonné. Je regarde le dossier, il n'y a que ça, simple supputation. Et moi, quand on peut dire simple supputation, mais on a quand même le feu vert d'aller instruire. Et aujourd'hui, vous connaissez l'histoire, Obiang Nguema a laissé des plumes pour le dossier. Alors je regarde si ce dossier est autant vide, mais il y a quand même un grand bruit médiatique, c'est que ce monsieur a quand même pignon sur rue, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, quand je fouille dans mes investigations, je tombe d'abord sur une émission de RFI collègue qui m'aide. Nous sommes le 19, le 26 décembre 2010, débat africain avec Alain Foucault. On aborde le grand financement de Sherpa par Soro. Je suis scandalisé. Soro qui est un grand fonds vautour, qui est une grande personnalité, qui a des ramifications dans le milieu financier et dont on connaît les implications. Ce monsieur a failli faire sauter la banque britannique. Donc c'est un monsieur connu comme un grand fonds vautour. Sherpa financé par Soros. Alors je vais dire RFI,
19-26 du mois de décembre à l'Infoca. Je fouille, je tombe sur Carnage de Pierre Péan, qui parle sérieusement de William Bourdon et de Sherpa. Le 30 juillet 2009, je tombe sur Le Point. ONG en eau trouble. Mes confrères avaient déjà découvert par où passe l'argent de Sherpa. Je vous ai cité des confrères qui ne sont pas le choc. Alors quand je vois le dossier du Congo, qui dans le plan quinquennal, dans le premier mandat de Sassou, a une grosse dette avec un opérateur économique occidental et qui n'a pas pu la payer, et cette dette-là, rachetée par un fonds vautour, le Congo bloque, le fonds vautour n'a pas eu satisfaction, le président Sassou à Paris fait une conférence pour dire on ne payera pas cette dette qui est multipliée par 100. Comment voulez-vous que des fonds vautours puissent appauvrir des pays africains? Nous avons eu un accord avec un opérateur économique, pas avec ce monsieur qui a acheté la dette. Tant pis pour lui, on ne paye pas. Je crois que c'est ce jour aussi, Sassou Nguesso avait signé l'ouverture de sa destruction sur les médias occidentaux. Il a refusé publiquement de ne pas payer, et ceux qui ont pris part à cette conférence de presse, vous vous rappelez, à Paris. Alors c'est quelques jours après, nous avons entendu que les biens de Sassou Nguesso sont des biens mal acquis, les biens d'Obiang Nguema, les biens de Bongo, bref, beaucoup de chefs d'État africains. Alors, et quand je regarde le faux vautour qu'il y a, regardez que Sherpa reçoit son argent de Soros, regardez l'implication de Soros dans cette dette rachetée, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Comme tout le monde. William Bourdon a la capacité de faire le rapprochement en voyant un appartement. Moi, j'ai la capacité de faire un rapprochement en voyant comment Soros est dans cette histoire de fonds vautour et comment Sherpa est financé par Soros. Donc, si les pays africains qui ont des dettes multipliées, qui n'ont pas voulu les payer et qui les payent auprès des fonds vautours, les fonds vautours peuvent se servir des grandes ONG comme Sherpa, droits de l'homme, et pour embêter les chefs africains. Vous savez, en matière, il faut trouver une ONG apparemment neutre. Et les droits de l'homme suffisent, quand on défend les droits de l'homme, on suppose être neutre d'une neutralité exceptionnelle. Même les groupes religieux. Ce n'est pas des partis politiques. Donc on peut passer par ces gens-là pour noircir certaines autorités. Parce que le dossier est tellement léger qu'il fait un tapage incroyable sur la place publique en France. J'ai dit tellement léger parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous mets aux 10 personnes et me dit voilà la preuve de l'argent dilapidé au trésor public. Mais on cite les appartements. Et je regarde des Congolais qui ne sont pas des hommes politiques, un Congolais que je tais le nom, qui a 117 cabinets d'audit en Europe et qui utilise 112 blancs. Il est installé au Congo à Pointe-Noire. Il n'est même pas un homme politique. Ne demandez pas à ce monsieur comme de maison, il est en Hollande, il est en Belgique, il est en France. Cet homme n'est pas plus puissant qu'un chef d'État. Mais il a ses biens. On ne parlera pas du bien mal acquis parce que c'est un privé. Mais si cet homme accède au pouvoir demain, ses biens seront appelés des biens mal acquis. C'est ce qui m'a intéressé. Et je me dis, bon, ce monsieur qui défend la cause des Africains, avec véhémence, c'est d'ailleurs que j'applaudis. Mais dommage, c'est que le sujet qu'il met sur la table n'est pas lourd. Et comment je peux prendre un relais de cette critique médiatique si le sujet n'est pas lourd? Alors je dis, Yangui Souran, c'est comme si ce monsieur a une autre mission, mais pour la justifier, il met en exergue un bâtiment, 2 bâtiments, un compte bancaire. Quand vous êtes chef d'État, vous avez la crédibilité de tout l'État sur votre dos. On ne badine pas avec la République. Vous pouvez être chef d'État d'un pays, on va dormir dans une Formule 1, ou de 100 euros, de 200 euros. Ça y va de la crédibilité de l'autorité. Il y a de l'argent qui est mis en place pour cela. Pour cela. Quand un chef d'État voyage, il y a de l'argent qui est mis en place pour cela. Et c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas d'une dilapidation. Les frais d'émission sont régis par la loi. Ce n'est pas d'une dilapidation, les frais d'émission. Maintenant, si outre mesure, le chef d'État est logé dans des conditions, quelque chose somptueuses, ok. C'est l'appréciation de chacun. Donc voilà ce qui m'a intéressé. Et quand j'ai regardé toutes les révélations des autres médias que je viens de citer, j'ai fait toujours le rapprochement. Mais si Soros est une grande figure dans le milieu dont on connaît, et quand il peut financer Sherpa, qui est une ONG des droits de l'homme, il y a problème. Mais lisez Le Point. Écoutez Alain Foka dans son émission. Lisez Pierre Péan. Ils ont des mots plus durs que moi. J'ai tout de suite fait le rapprochement. Et quand je fais le rapprochement, j'essaie de gratter sur la personnalité de William Bourdon. Je tombe sur ce que vous avez consulté ici. Monsieur aurait ouvert des comptes bancaires en Suisse au Costa Rica. Le journal vous donne la date d'ouverture du compte,
vous donne le RIB, vous donne le premier montant versé le premier jour et vous donne des retraits sur les trois retraits par la carte bancaire. La précision est telle qu'un RIB, ça ne se ramasse pas dans la rue. Un premier montant versé le premier jour, ça ne se ramasse pas dans la rue. Une carte bancaire, ça ne se ramasse pas dans la rue. 3 retraits, vous avez dans le journal. Et nous avons donc écrit, mais on ne peut pas être un faiseur d'opinion, défenseur des droits de l'homme. Est-ce que ces comptes bancaires ouverts ont été signalés au fisc français? Parce que je connais un peu que les Français, dans leur gestion, dans leur système financier, quand vous êtes installé en France, quand vous ouvrez un compte à l'étranger, ben, il faut le signaler. Si vous ne le signalez pas, et qu'il y a autant d'argent viré qui part de Sherpa, qui part de Soros pour Sherpa, autant d'argent, je ne vous le cite pas en combien de millions d'euros, mais il faut bien se demander. C'est une œuvre de bienfaisance, oui, mais quand on est homme, quand on est ONG de droits de l'homme, il faut savoir de qui on reçoit l'argent. Il y en a qui disent, mais je parle de l'argent de Kadhafi parce qu'il a des mains sales, oui. Mais si Kadhafi commence à sponsoriser une ONG des droits de l'homme, on peut quand même se poser la question. Moi, je ne place pas Soros loin de Kadhafi. Dans les mêmes dispositions des fonds vautours, bien sûr. S'il est un criminel politique, il peut être un criminel financier, on ne sait jamais. Et pourquoi ces journaux, Le Point, et pourquoi Carnage, pourquoi RFI s'inquiètent de ce que Soros est financé et Sherpa? Parce qu'on connaît ce que c'est que Soros. Dieu merci, ce n'est pas du journal de choc, c'est des confrères. Et c'est à partir de ces investigations que je fais le rapprochement. Et quand je découvre ça, ben je me dis, mais attends, mais on peut pas être William Bourdon, qui défend bel et bien bête anglais africains, et qui parle avec autant d'aisance de ses chefs d'État, mais qui se compromet dans ce genre de situation. Il aurait pu dire, ben, droit de réponse, j'ai ouvert ses comptes, j'ai signalé au fisc français, il n'y a pas de problème. Mais quand il porte plainte, c'est pour dire, je n'ai jamais ouvert les comptes. Alors maintenant, nous arrivons à la plainte. Le journal sort le 29 décembre 2010. M. William Bourdon porte plainte le 13 novembre, non, le 13 avril 2011. Donc, 3 mois dépassés déjà. Or, la loi de diffamation dit, du premier jour de la publication jusqu'au jour où on a calculé les 3 mois. 3 mois après, l'action publique s'éteint. La diffamation n'a plus de sens. Donc, vous devez porter plainte entre le premier jour de la diffusion jusqu'à compter les 3 mois. Au-delà de 3 mois, tout est caduque. On arrive à la 12e chambre. La 12e chambre ne prend pas en ligne de compte cette exception que nous posons déjà. Parce que nous avons dit, c'est une affaire simple, le monsieur a porté plainte en retard. Et il ne sera pas recevable. Malgré tout, non, l'investigation a continué. Parce qu'on voudrait bien aller au fond. Il faut aussi comprendre, c'est peut-être pas étonnant que William Bourdon, qui siège à la 12e chambre, prend l'intention de porter plainte à la 12e chambre. Et nous avons 1 an, comme ça traînait à la 12e chambre, presque 2 ans, puisque ça fait 3 ans. Et c'est à la fin, nous avons dit, mais attends, mais il n'y a pas conflit de compétences? Il n'y a pas conflit d'intérêt. Comment voulez-vous qu'un avocat qui siège dans une chambre, depuis beaucoup d'années, puisse porter plainte dans la même chambre? C'est-à-dire, ces magistrats, il les connaît, il cohabite avec eux, il y a fortement une influence d'amitié. Et cette influence peut tronquer la vérité. Peut-être que ça peut même subordonner le jugement. Du coup, nous avons demandé qu'on nous transfère une autre chambre, et le procureur nous a écouté, le président, on nous a transféré à la 14e chambre. Et c'est presque 4 mois à la 14e chambre après, et que le dossier a été vidé. Parce qu'après, j'ai dit, attends, mais pourquoi on traîne? Il y a pourtant une exception là. On va me dire que le droit français que j'ai lu là, qui banque qu'il y a absolument caducité dans la plainte de William Bourdon, qui a porté plainte 3 mois après. Mais le président de la 14e chambre n'a peut-être pas pris assez du temps. Il a regardé et puis tout de suite il a délibéré. Il dit, je suis désolé. William Bourdon, c'est un magistrat qui connaît la loi. On ne peut pas comme ça dire de porter plainte 3 mois après. On a mis de la galerie ou quoi. C'est rien, il a débouté William Bourdon, il a dit non. Vous perdez le procès, vous n'avez pas droit à tout ce que vous avez demandé, les 15 000 €, puis les 5 000 € pour les honneurs de vos avocats. Je suis désolé, M. William Bourdon, vous perdez le procès. On aurait pu le faire depuis longtemps. J'ai fait 24 voyages en 3 ans entre Brazzaville et Paris. S'il vous plaît, mettez déjà à 2 000 € le voyage fois 24. Je me dis, ben, il faut demander quelque chose en réparation. Il dit non. Le plus important pour moi, ce n'est pas de demander l'argent. Je suis venu parce que c'est un débat important. Parce qu'il s'agit de la vie des hommes. Et moi, je n'ai pas pris la plume et le micro pour faire la poésie dans le journal. Il y a des pages qui sont spécialisées pour des journalistes poètes. Moi, je suis un journaliste engagé. Ma plume et mon micro, c'est fait pour arranger la vie sociale des citoyens. Pour prendre part corps et âme au combat des citoyens, à l'évolution de l'humanité d'une certaine manière. Autant les ONG des droits de l'homme le font, autant le journaliste qui est lui aussi éclairé des consciences doit le faire. Je m'en vais en France affronter William Bourdon sur ce terrain.
On va regarder si on peut vraiment défendre l'Afrique et se servir de l'argent de Soros, et qui est un fin vautour, et dire on est ONG des droits de l'homme. RFI le dit, Le Point le dit, Carnage de Pierre Péan le dit. Et je ne fais que ce relais-là. Cette découverte n'a pas été faite par le jeune de choc qui est basé à Talanga et à Brazzaville, mais par des confrères mieux nantis qui ont assez de moyens pour le faire. Je vous ai donné des repères. Du coup, je me dis, il y a Anguille sous roche. Il y a donc là un combat qui ne se comprend pas. J'ai comme le soupçon que certains fonds vautours qui ont des intérêts financiers en Afrique, quand ils ne trouvent pas gain de cause, ils passent, je souligne bien, par des ONG de droits de l'homme qu'on suppose neutres, et par des églises qu'on suppose neutres, et pour faire la peau des chefs d'État africains, qui eux, ils sont à la commande de toute exécution. C'est eux les ordonnateurs. Payer, c'est eux qui doivent payer. Accorder un marché, c'est les chefs d'État qui accordent. Quand vous êtes ami d'un chef d'État, mais vous avez tous les pouvoirs. Il faut taper sur les chefs d'État quand ça ne marche pas. Quand les intérêts d'un pays, d'un groupe lobby financier ne marchent pas, eh bien on tape sur les chefs d'État du pays. Il peut même perdre son pouvoir. Il peut être assassiné. Je vais pour vous rappeler la dernière guerre de la Libye, pour laquelle la France, tout bec et ongle, s'est ingérée terriblement. J'ai été de voir un chef d'État dire « Je le veux mort ou vif ». Kadhafi, c'était un citoyen français. Qu'on veut mort ou vif. La France, pays de lumière, pays d'égalité, pays de justice, s'embourbe dans des dossiers lourds, difficiles à soulever, à faire comprendre aux Africains qui vivent ça de loin. Le bel exemple est où? Je veux m'imaginer un chef d'État africain dire « Ce chef d'État français, je le veux mort ou vif ». Ce chef d'État portugais, ce chef d'État hollandais, allemand, quel que soit votre pouvoir. Il y a une liberté à observer. Il y a l'indépendance des États à observer. Quel que soit le degré de criminalité de Kadhafi. Et la justification donnée dans les médias, on nous dit à nous autres journalistes et aussi chroniqueurs, comme j'entends dire, il est en train de tuer son peuple. Je dis, c'est quel peuple? Si la Libye a 40 millions d'habitants, Kadhafi n'a même pas 1 million derrière lui. Quel est le peuple qui tue le peuple? Il ne s'agit pas des étrangers, ce sont des Libyens qui sont traitus. Trouvez-leur une solution à l'amiable ou une par voie de justice, mais n'allons pas tuer des Libyens pour remplacer d'autres Libyens. On tue les Libyens pour la faveur d'autres Libyens. C'est une salade insupportable, inadmissible, intolérable. Et voilà comment. Kadhafi a quand même un gros lot de Libyens derrière lui. C'est ce gros lot qui affronte un autre gros lot de Libyens. Mais quand on dit, il est en train de tuer son peuple, vous avez l'impression que Kadhafi a mis sa famille derrière. Il n'a plus rien, il se met à tirer sur tout le peuple. Mais derrière lui, il y a aussi des sympathisants. C'est une affaire de pouvoir. On ne veut plus voir une tête à la tête d'un pays. On prend de l'argent, on instrumentalise du parti d'opposition. Allez en guerre contre le président. On appelle là-bas le pays, la population. Ici, ce n'est pas la population. Mais nous vivons en Afrique, je ne vis pas en Europe, moi. Je vis ça tous les jours. Je suis journaliste, je m'en vais à ces combats. Je suis parti en Côte d'Ivoire couvrir l'élection jusqu'à à ce que Gbagbo ait perdu le pouvoir. Jusqu'à l'a mené à l'hôtel Ivoire. Mais c'était terrible d'entendre ce qui se disait. Mais il faut le vivre. Il ne suffit pas de rester en fond de l'écouter, il faut le vivre. Donc c'est malheureux. Je me suis dit, on ne peut pas être comme ça dans un pays comme la France, qui devrait faire... Quand on me dit la France a autorisé, j'ai dit la France, est-ce que je parle la France, a autorisé l'instruction du dossier qu'on est bien mal acquis, je me suis dit, mais c'est sur quelle base? On n'est pas tout le monde dit, monsieur Aziz, il ne suffit pas d'écrire comme ça pour nous donner une preuve matérielle que ces comptes sont ouverts. Je dis, mais pour vous, la preuve matérielle, c'est quoi? Il faut que je puisse prendre le chéquier de William Bourdon, mais je n'ai pas la même compétence qu'à le magistrat ou qu'à le policier. L'arbitraire social, je dis bien l'arbitraire social, je voudrais que le journaliste s'arrête qu'à la simple investigation de loin, mais que le policier et le magistrat a le droit, ils ont le droit d'aller dans la maison, de faire la perquisition. C'est l'arbitraire social. C'est un métier où on nous demande la vérité, on ne nous donne pas les moyens d'atteindre cette vérité. Aux policiers, on nous demande la vérité, on nous donne la possibilité d'aller faire l'investigation. Aux magistrats, on demande la vérité, on nous donne la possibilité. Le matin, un top chez vous dit, j'ai un mandat, on ouvre la porte. Mais à la personne ne donne pas ce mandat d'aller découvrir la vérité. C'est parce qu'on m'a dit qu'il y a une bombe à Roissy, si je n'ai pas pris la photo, que je n'ai pas dit la vérité. Et si je mettais parce que je n'ai pas pris la photo, les gens meurent. Je dis merde, mais je porte ça sur ma conscience, j'aurais pu ne fût-ce que le dire. Voilà. Et j'ai dit, oh, mais m'écoutez. Dans mon pays, vous êtes en train de juger un Congolais. Mais le Congolais qui est devant votre bar écrit son journal en respectant la loi du Congo. Dans mon pays, mais puis c'est sur Internet, on peut porter plainte même à Paris. Dans mon pays, le président de la République dit, la précision est chirurgicale. Un compte bancaire, un RIB, un versement, un retrait 3 fois avec une carte bancaire, ce n'est pas du pipeau. Je m'en vais faire les risques. Mais on peut instruire la décharge. Le magistrat français n'instruit qu'à charge, pas à décharge. Parce qu'il n'y a pas eu un livre bancaire dedans. Parce que je dois me trouver au Costa Rica, dire, donnez-moi les relevés de compte bancaire de M. William Bourdon. Mais non. Il y a enfin ce que j'appelle moi l'intime conviction. Mais dans notre métier, on appelle l'intime conviction. C'est comme le magistrat dit.
même si on me dit c'est pas vous, votre femme vous dit vous étiez avec elle, mon éthique conviction dit votre femme en train de vous sauver pas avec son alibi, c'est vous qui avez commis le meurtre. Mais l'éthique conviction n'est pas un élément matériel. C'est une conviction qui est subjective dans votre tête. C'est lui qui a commis le meurtre. Et mon éthique me disait que ma source est tellement crédible, d'une crédibilité indétrônable, que j'ai dit je mets ma main à couper, ma source est crédible. Elle est tellement crédible qu'elle me donne l'adresse, le RIB, le premier montant versé le premier jour, les retraits avec les 3-4 bancaires, soit-elle du milieu de la banque, mais c'est une source. On ne demande pas à un journaliste qui t'a donné l'information, on demande si ton information est juste. Et dans notre métier, on a prêté serment, on veut donner son coup à couper que de trahir sa source. Trahir sa source, c'est comme un militaire qui donne son fusil à l'ennemi. On ne trahit jamais sa source. On la garde. On donne l'information tout en protégeant sa source. Le point n'est pas de dire qui vous a donné l'information, dire est-ce que ce que vous avez publié est juste? Est-ce que vous avez dit la vérité? Le tribunal n'est même pas parti au fond. Du point de vue de la forme, il a délibéré, M. William Bourdon, vous avez perdu le procès, débouté. Enfin, je vais terminer en disant, mais dis, quand ça s'agite ici, William Bourdon fait ses déclarations, mais à Brazzaville, c'est des gens qui marchent dans la rue. Mais vous n'oubliez pas que pour l'affaire de Beach dont il a déclenché le pays, il est avocat. On venait d'arrêter un général congolais. M. Dabira, qui est l'inspecteur général des armées au Congo. Mais quand on arrête Dabira, moi qui suis journaliste, pour moi l'important, ce n'est pas qu'on a arrêté Dabira, mais c'est le rôle joué par la presse française. Je suis désolé. J'ai été formé dans ce pays, mais je suis désolé. Mais le journaliste a quand même ce qu'on appelle un lot d'archives. Mais le procès des disparus du Beach a déjà eu lieu à Brazzaville. Les gens étaient indemnisés ou condamnés ou pas condamnés. Et si quand on arrête Dabira, c'est comme la justice française oublie ce qu'on appelle la disposition du droit qui dit autorité de la chose jugée. Quand une affaire est jugée, on ne peut plus revenir dessus. Parce que la fois n'est pas au courant que c'était jugé. Et RFI qui a couvert ce procès n'a pris des archives pour dire que cette affaire était jugée. Et quand j'écoute le commentaire d'RFI, je n'écoute pas un autre commentaire qui dit Dabira était arrêté par la justice française, mais nous sommes étonnés parce que nous, à RFI, on sait que cette affaire avait déjà été jugée. RFI ne connaît plus ça, donne la version qui n'a pas, il a été arrêté pour l'affaire disparue du Beach. Ben alors. Et puis oui, mais un complément d'information, ceux qui n'ont pas suivi cette affaire dit quoi? Ça n'a jamais été jugé. Mais RFI a ses archives. C'était un procès qui passe à la télévision. RFI envoie des reporters. Mais vous donnez une information complétée là. Vous faites l'équilibre de l'information, nous l'enseignons à l'école. Ce n'est pas des grands juifs français qui ne le savent pas. On donne une information pour les du Beach, mais il y a aussi la contre-information dans les deux sens. Oui, mais cette affaire, nous, journalistes français, c'est que cette affaire a été jugée. Est-ce qu'elle ne tombe pas sur le coup de l'autorité de la chose jugée? On peut se poser cette question. Voilà un journaliste d'investigation aussi. On donne un seul son de cloche. Dabira est arrêté pour son implication pour l'affaire disparue du Beach. Oui, mais cette affaire est déjà caduque. L'affaire est tombée sur le fait de l'autorité de la chose jugée. Et William Bourdon, avocat, dit voilà l'occasion, j'ouvre encore l'enquête, je m'en vais. Et quand les gens marchaient à Brazzaville, on fait des meetings. On a entendu pourquoi vous intervenez? La justice en France est indépendante. Je suis en train de rigoler. Est-ce que la justice en France est indépendante vraiment? Je me pose la question. Elle est indépendante, elle aurait pu accepter que notre exception en première instance à la 12e chambre aurait pu être acceptée. On va aller au fond dans une affaire pour laquelle elle est caduque et que la 14e chambre vient relever le défi. William Bourdon, c'est la 12e chambre. Conflit de compétences. Ça, c'est un premier point. Et pourquoi on le reconnaît à la 14e chambre? C'est d'autres magistrats. Ce sont les mêmes magistrats. On n'a pas pu traîner 3 ans. Et devant la justice en France, je mets en cause, et je vous donne un exemple frappant, l'unique au monde, où la France est tombée plus bas que terre pour sa justice. Le général Dengue, directeur général de la police du Congo, est en mission à Paris, hors de mission passeport. Un bon matin, le policier débarque à sa maison, l'arrête, on le met en prison. Il est en prison, affaire disparue du Beach. Là, l'affaire n'est pas encore jugée, évidemment. Il est en prison. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le président Sassou appelle tous ses conseillers. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Il a un passeport diplomatique, il a un ordre de mission. Est-ce qu'on n'observe pas les dispositions de la protection des diplomates? Quand on est passeport. Tous les hauts fonctionnaires d'État au Congo sont protégés par une immunité diplomatique. Parce qu'ils assument des grandes fonctions d'État. Ministres, directeurs généraux sont protégés par cette immunité. Et dès lors qu'ils ont détenté un passeport diplomatique, on ne peut pas les arrêter et les mettre en prison. La France ne peut pas oublier d'avoir signé cette convention. C'est comme si nous, on peut s'amuser à arrêter l'ambassadeur de France au Congo. C'est un précédent extraordinaire. Le directeur général ou le chef d'état-major de l'armée française arrive au Congo avec son passeport, quel que soit les biscuits, on dit non, immunité. On ne peut pas l'arrêter. On ne va pas prendre ça à une grande république comme la France, ou un policier français, qui maîtrise le droit, à qui je ne ferai pas injure. Y a-t-il pas provocation politique?
Ça, c'est le journaliste qui répond. Mais il y a des journalistes qui ont le droit de regarder. Nous ne sommes pas Non, mais on est quand même intelligents. On regarde. Y a-t-il pas des dispositions en la matière? On fouille les conventions, je m'en vais regarder. Avant d'intervenir au journal de 20h, je vais regarder. Mais attends, mais la France a signé la convention, c'est quoi? Et quand je prends le journal de 20h, alors attends, l'ambassadeur peut s'énerver, mais je suis désolé. Autant je veux dire la France, c'est pas un pays de liberté en matière de droit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Ndenga en prison. Mais la France va commettre, lui, des bavures inexplicables. Ndenga est libéré à 1h du matin. Parce qu'un procès s'est tenu à minuit. Indépendant de la justice française. Parce qu'un président africain appelé au téléphone pour dire Chirac, s'il ne sort pas dans les heures qui suivent, nos comptes sont réglés. Et si le président français appelle le ministre de la justice, qui appelle le président du tribunal, et qui quitte son lit, cette dame qui quitte son lit, cet homme qui quitte son lit à minuit, ouvre le palais de justice, siège. Aucun pays au monde ne l'a fait. Plus bas que terre. On aurait pu dire, la justice en France est tellement indépendante, qu'elle n'a pas besoin de l'injonction de tel chef d'État, tel autre. Ndengue dort en prison, à nous de continuer l'action. Ndengue a été libéré nuitamment à 1h du matin. Voilà l'exemple de l'indépendance de la justice en France. Mais chaque pays a la justice qu'elle mérite, et qu'il mérite, je dis le pays. C'est comme les populations, les peuples ont les chefs d'État qu'ils méritent, soit-ils dictateurs ou pas, mais c'est nous qui les élisons, bien élu, mal élu, mais c'est nous qui sommes responsables. Il faut que nous prenions conscience de cela. Donc je me dis, l'injonction d'un État occidental n'est pas acceptable. N'intervenons pas comme on intervient en Libye, comme on intervient en Côte d'Ivoire. Donnons des conseils. Regarde, le Congo a connu 2 guerres, aucune fois d'interposition. Jamais. On n'a pas vu, les Français sont venus retirer leurs citoyens. Ils les ont ramenés. Jamais. On a réglé la bagarre entre nous. Elle a pris du temps, première guerre, deuxième guerre, aucune fois d'interposition, et on a trouvé une solution. On n'a pas donné cette chance-là à la Libye, à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on débarque avec armes et munitions, on rétablit l'ordre et on revient à la maison. Voilà. Pourtant on peut dire non, comme Hollande le dit, non, la France-Afrique est finie, terminée cette affaire-là, on ne peut plus. Mais ok, on espère bien. On espère bien. Donc, moi, voilà ce que nous revote, nous aussi, faiseurs d'opinion, nous aussi, journalistes. Et quand on me dit à haute intelligence de voir, la justice est indépendante, voilà comment elle est indépendante, elle ouvre le procès à minuit. Aucun pays au monde l'a fait. Lecture d'une indépendance biaisée. Nous sommes où? On ne peut pas avoir honte de cela. Ça veut dire que, quel que soit votre pouvoir, le pouvoir politique est sur l'État, l'épée démocratique pèse sur votre tête. Dites-moi, les présidents des tribunaux ici ne sont pas nommés par le pouvoir en place. Ils s'autoproclament président du tribunal de telle instance. Mais s'ils sont nommés, c'est-à-dire qu'il y a une force, une influence, celui qui vous nomme. C'est comme la presse. Elle ne répond qu'à la volonté de son propriétaire. Vous n'allez pas me dire non. C'est lui qui impose la ligne éditoriale. À vous d'exiger votre clause de conscience de partir ou de travailler là-dedans. Donc l'indépendance est une notion relative. Il n'y a pas de champion d'indépendance. Ça n'existe pas. En la matière, on n'a pas de leçon de n'importe quel pays que ce soit. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est que les faiseurs d'opinion en Occident sont en train de nous envoyer la leçon en Afrique comme si nous n'avions pas par la peau la même intelligence que par la peau du blanc. Non, mais on a fait des études ici. Mais quand vous parlez des biens mal acquis, monsieur, je regarde les Champs-Élysées. Qu'est-ce que la France a encore sur les Champs-Élysées? Plus rien. Les émirs, les Chinois ont tout acheté. Ces biens sont des biens bien acquis. On n'a pas pu regarder. Même l'âme de Paris, j'étais étudiant ici, Paris Saint-Germain. C'est un Français qui dit Paris Saint-Germain? Qatar. L'âme de Paris. Mais on a tout acheté ici, même le football qui est l'âme d'une nation. Une équipe de la capitale achetée par les faux Qataris. Dites-moi, William Bouddha, regardez si c'est des fonds bien acquis. Ce monsieur autant suffisamment riche, parce qu'il a beaucoup travaillé à la suite de son franc, qu'il est autant riche pour acheter Paris Saint-Germain. A-t-il regardé? Comment les puissances chinoises ont acheté tout Paris? A-t-il regardé? Comment les grands émirs de ce côté que vous connaissez ont beaucoup acheté? A-t-il regardé? Mais ces émirs dirigent des États ou des royaumes, mais avec des populations. On vous dit que là-bas c'est la rose, là-bas il n'y a pas la misère, là-bas on ne copie pas de la misère. Les droits de l'homme ne peuvent pas regarder de ce côté-là. Quand je vois une Française ou quelqu'un qui vit en France dans un train, je n'ai pas mangé depuis hier, j'ai besoin d'un ticket de restaurant. Dites-moi, les droits de l'homme sont où? On peut dire, mauvaise réduction du bon national, oui, monsieur Aziz, l'Afrique est riche, les gens vivent sous le seuil $1, parce qu'on voit des mendiants.
La France est cinquième puissance au monde, on voit des mendiants. On ne mesure pas le degré de développement d'un État par les mendiants qu'on trouve dans la rue. Parce que si vous n'avez pas de circuit informel ou formel dans le circuit d'État, comment vous allez toucher l'argent de la division du produit national? On peut prendre tous les chômeurs en France qui n'ont rien à faire, qui n'ont même pas été à l'école, qui sont des grands mendiants de la rue. On dit, bon, un d'eux jusqu'au trésor public français. TPG, donnez de l'argent à ces chômeurs. Il se met à distribuer beurre de répartition du produit national. Comme ça, bon, oh toi, tiens, tu es français, tiens. Ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous avez vu des mendiants de la rue, voilà comme ils sont en train de mendier, le Congo a le pétrole, le Congo a le bois, il y a des mendiants. Mais les mendiants, c'est là dans tous les pays au monde. Même les États-Unis ont des mendiants, les États-Unis ont leurs mendiants. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'école, qui abandonnent les études, qui n'ont aucun circuit intellectuel, même moral sur la société. Vous leur donnez quoi? Ils vont émerger sur quel registre? On appelle ça quoi? On a payé qui? Le argent du trésor public, on paye qui? Donc en France, on vit de tous les méthodes, ceux qui chantent là, on les met en rang. Allez-y chez le TPG, le Trésor public général de France. Payons au Trésor public français. Allez, on paye. Ça c'est la rétribution produit national. Mais quand je les vois pleurer dans le train, je dis, bon, Hollande a mal redistribué ce matin. Comme ça se redistribue mal à Paris, au Congo. Autant ça se redistribue bien au Congo, là je vois Hollande est en train de mal redistribuer en France. C'est ça le débat. Il faut que vous imaginez que les autres nations aussi ont le même cadre que vous, qui réagissent spontanément quand ils entendent ce genre d'informations. Ils font des analyses aussi. Là-bas, il n'y a pas que des bécas. C'est des gens diplômés, docteurs en communication, qui sont de vos universités. Ils ne sont pas dans leur pays parce qu'ils ne vont pas grossir les pays d'Europe pour rien. Donc, culture égale, niveau égal. Apprentissage du métier au même degré. Ils sont partis le pratiquer chez eux. Du coup, quand quelqu'un parle ici, ça les intéresse. Donc voilà. En tout cas, excusez-moi d'être politique. Vous savez bien que je suis passionné pour ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Président de l'association des avocats d'origine africaine, caribéenne et maghrébine du barreau de Paris. Nous existons depuis quelque temps. Nous sommes absolument sensibles à la passion qui vous anime. Et c'est dans cet esprit que pour prendre notre place et notre rang dans le combat qui est celui de notre continent, lorsque nous avons appris que vous étiez dans nos murs, passage, nous sommes dépêchés de venir, déjà présenter notre soutien, parce que sachez que vous n'êtes pas seul, nous nous constituons pour pouvoir servir de plateforme, de force d'assistance et de soutien pour tous ceux qui se battent pour la cause. Je me présente, Beler Waouna, je suis journaliste. Quel organe? Je suis indépendant. Ah d'accord. J'écris, voilà, où je veux quand je veux. Il s'avère que je suis moi aussi congolais, d'origine. Donc, je connais très bien M. Dominique, il y a Dominique. Je le vois souvent à la télé, donc je retrouve l'Asie Dominique de Marseille que je regarde souvent sur Télé Congo. Il m'est arrivé aussi de vous critiquer dans un de mes articles, ça je vous le dis. Vous êtes de Teranga et moi je suis de Makerele, quartier Bourou. Bien. Moi, cet après-midi, j'ai eu l'impression d'entendre un porte-parole du gouvernement. Bien. Ça c'est la première impression. La deuxième, mais je veux m'arrêter là. La deuxième, au-delà de votre victoire sur M. Bourdon, est-ce que, en toute objectivité, est-ce que vous niez la réalité des biens mal acquis? Bien. On ne crée pas un média avec comme objectif d'aller critiquer quelqu'un. On ne crée un média avec comme objectif de chercher la vérité. Mais pourquoi pensez-vous que les chefs d'État africains sont critiqués? On ne peut pas regarder pourquoi ils sont critiqués. Et si on regarde, on croit que le sujet n'est pas sérieux. Ils n'ont pas le droit d'être blanchis ou d'être critiqués. Est-ce qu'une presse est faite seulement à base unique que de tirer sur ceux qui tiennent le pouvoir? Je vous ai bien dit, quand je regarde le dossier des biens mal acquis, et j'en arrive là, quand vous ouvrez ce dossier, un journaliste, je n'occupe pas de la rumeur. Ma formation m'interdit de dire que dans le bus j'ai entendu, que dans une veillée j'ai entendu. Je me sers du dossier. Voilà un journaliste, un pro. Où est le dossier des biens mal acquis? Il est là. Je ne prends pas ce que un Congolais de la rue me dira dans une veillée, dans une association. Un tel, vous le voyez là, il est l'ami du président, donc c'est bien serrer les biens du président. Ce n'est pas du journalisme. Le dossier est où? Monsieur William Bourdon, les chefs d'État ont mal acquis leurs biens.
le dossier. Et quand vous lisez le dossier, il faut avoir accès au dossier. On dit, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que ce dossier nous montre une seule preuve matérielle d'un bien mal acquis? Mais le dossier montre l'acquisition des biens. Mais cette acquisition n'est pas justifiée, jusqu'aujourd'hui je vous parle, par de l'argent volé. Et comment voulez-vous que je me tourne de l'argent pour dire, oui c'est volé? Mais c'est aussi une diffamation. Il faut éviter. William Bourdon est un grand diffamateur, mais il porte plainte contre diffamation. Parce que quand tu poses le dossier qui n'a pas de preuve, mais c'est une diffamation. Au moins, je vous parle. Montrez-moi 4 sur table. Quels sont les éléments qui constituent le dossier des biens mal acquis? La preuve est où? Le tribunal français reconnaît la compétence des associations pour vérifier l'honnêteté des biens? Oui. Mais cette compétence ne dit pas qu'ils sont condamnés. Il peut rejeter comme mon dossier, comme on a rejeté la demande de William Bourdon. Non, goûtez. Mais pourtant on a ouvert l'affaire. Je n'ai pas commencé à danser parce qu'on a ouvert l'affaire. Nous, William Bourdon ne peut pas dire, je commence à danser parce qu'on a ouvert l'affaire. Mais il a commencé à danser, il a perdu. Comme on peut ouvrir l'affaire, aussi on perd. Les choses d'État peuvent gagner. Mais on ne laisse pas qu'à la juge de gérer l'affaire. Les opinions peuvent s'exprimer. Et c'est là où le rôle des journalistes d'investigation. Allez-y, fouillez, n'attendons pas que la justice nous parle. Nous aussi, nous devons parler. On ne fait pas le même métier avec les juristes. Pendant la justice instruit, nous aussi nous cherchons. Parce que la justice peut être corrompue. Elle peut être achetée par des chefs d'État pour dire on n'a pas de biens. Mais nous pouvons vérifier si, est-ce que la justice peut être honnête? On vous dit que la justice ne peut pas acheter une cour française. Je vous ai déjà dit comment on a libéré Ndiaye la nuit. Vous savez les dessous de l'affaire? Mais quand on est